Cette bourgeoisie, appelons-la comme vous l'appelez, et à juste titre, construit elle-même, finalement, un discours d'auto-justification, une langue qui lui est propre, des médias qui servent finalement de justification à ses propres décisions. Et toute la fin de la première partie, avec des articles de François Bégodeau, de Frédéric Lordon, de Samuel Gontier, de Nathalie Quintane, montre justement à la fois comment la langue, les médias, la réalité presque, devient d'une certaine façon parallèle à cette réalité que vivent l'essentiel des classes populaires. Oui, vous avez raison, il y a vraiment tout un appareil, un dispositif idéologique qui permet à ces 10%-là, à la bourgeoisie, de tenir et de se maintenir au pouvoir. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le discours qui fonctionne le mieux, c'est le mérite. C'est la question de la méritocratie qui, de plus en plus, joue contre la démocratie. Et ouvertement, de plus en plus ouvertement, les classes dominantes qu'on décrit dans cette première partie-là ont l'impression, en tout cas c'est comme ça qu'elles le formulent, ont l'impression de ne devoir leurs privilèges qu'à leur travail. Et donc ne tiennent plus absolument aucun compte du reste de la société, ne leur rendent plus compte. Et en cela, ils sont aidés par, en effet, vous avez raison, par tout un appareil qui vient, sur lequel cette domination-là est adossée. L'appareil médiatique, évidemment, le texte de Samuel Gontier, dans cette première partie-là, revient sur le rôle de l'idétocratie dans le maintien de l'ordre en France. Plus loin dans le livre, celui de Sophie Eustache, lui, revient sur ce qu'elle appelle le journalisme de préfecture, qui lui aussi vient disqualifier les mouvements populaires, les oppositions populaires à l'ordre dominant. Bref, donc évidemment, les médias jouent un grand rôle. Et les autres textes montrent en effet comment la langue, comment les dominants ne parlent plus la même langue que le reste de la société. C'est ce que, dans son texte, Frédéric Lordon décrit très bien, c'est-à-dire qu'il y a un délabrement de la langue idéologique qui finit par ne même plus faire semblant et qui manifeste de manière complètement déboutonnée la violence du monde qu'elle... Et qui en même temps se justifie par une forme de morale permanente à l'encontre justement de ce qui est en dehors d'elle-même, de ce que sont les classes populaires et qui seraient effectivement des assistés, des paresseux, oui. Des gens qui comprennent rien. Il y a toute une forme aussi dont vous parlez dans la partie opposition où justement il y a ce mépris du pouvoir qui est aussi une des parties de votre livre. Ce mépris du pouvoir finalement c'est aussi un ressort de sa domination finalement. Oui, le mépris, on a tous en tête les expressions qui ont émaillé ce quinquennat, qui sont des expressions absolument effarantes. Les feignants, les Gaulois réfractaires, bref, les gens qui ne sont rien, tout le monde les a en tête. Oui, c'est-à-dire la bourgeoisie héréditaire qu'on vient de décrire, celle qui assoit sa domination notamment qui la justifie par le discours méritocratique, vit dans un monde finalement social tellement séparé, tellement distant du reste de la société qu'elle finit par entretenir avec elle, la société, un discours qui est à la fois moral et disciplinaire. Et les formes du mépris qu'on a essayé de décrire envers le petit nombre comme envers le grand nombre sont multiples. Évidemment, c'est le mépris que l'élite au pouvoir a pour les travailleurs d'une manière générale. Le livre décrit, je pense, assez longuement et à différents moments la manière dont la vie des paysans, la vie des ouvriers, et maintenant, puisque le niveau de l'eau monte, la vie des cadres, importe finalement peu. Et puis, au-delà du travail, il y a toute une série toute une fraction de la population française qui, quand elle cherche un travail, quand elle se heurte à la police, quand elle cherche un logement, évidemment, subit un système discriminatoire et le racisme.